Bonjour, alors au cours 24 aujourd'hui, c'est le dernier cours où est-ce que je vais vous présenter de la nouvelle matière là, pour toute la session. Ça va être suivi de cours, un cours premièrement de révision, des exercices de révision sur les notions d'optique, puis après ça, ça va être de la révision pour la session complète. Donc aujourd'hui, on va parler des instruments d'optique, mais aussi de l'œil humain, parce que dans le fond, l'œil humain, c'est un peu un appareil optique là, qui est fait avec des tissus biologiques. Vous allez voir qu'il y a des similitudes beaucoup là, entre l'œil et les caméras, par exemple. Donc ici, voici l'œil humain. On peut voir ici, il y a plusieurs informations sur le dessin, mais je vais entourer de rouge celles qui sont plus importantes à connaître. La paroi épaisse qu'on a devant notre iris et la pupille s'appelle la cornée. Ça agit déjà un peu comme une première lentille quand la lumière passe. Ensuite, on peut parler de l'iris. L'iris ici qui est en bleu, on pourrait comparer ça à une valve. Donc, ça s'ouvre et ça se referme. C'est ce qui fait qu'on agrandit ou on rétrécit la pupille, puis on augmente ou on diminue la quantité de lumière qui entre dans l'œil. Ensuite, derrière ça, on a le cristallin. Le cristallin, c'est vraiment une lentille qu'il y a dans notre corps. Ça a la forme d'une lentille convergente. Le cristallin, c'est mou, c'est vraiment une structure qui peut être déformée. Puis ça va être important, on va voir par rapport à l'accommodation, qui est le phénomène qui fait qu'on peut voir clairement les images dans notre œil. Maintenant, la dernière partie que je veux que vous connaissiez de l'anatomie de l'œil, c'est le fond de l'œil. Le fond de l'œil, il y a des capteurs, des cellules qui captent la lumière puis qui ensuite envoient cette information-là par des neurones au cerveau. Donc, la rétine, c'est un écran à toute fin pratique. Maintenant, là, je vais schématiser ce qu'on vient de voir. Donc, comme j'ai dit ici, si on a un rayon de lumière qui arrive dans l'œil, déjà la cornée, elle agit un peu comme une lentille convergente. OK? Fait que c'est juste que c'est épais et c'est courbé. Donc, ça focus les rayons un petit peu les uns vers les autres. Ensuite, vous voyez ici l'iris qui peut permettre d'avoir plus ou moins de lumière. Puis après ça, on a le cristallin qui est encore une nouvelle lentille convergente. Donc, si la vision est claire, ça veut dire qu'on a produit une image ici au fond de notre œil. Okay? Il faut que les rayons ils convergent exactement sur la rétine. Donc, si jamais les rayons ne convergent pas vers la rétine, ils convergent plus loin ou devant, à ce moment-là, ce qu'on va voir, c'est une image floue. Donc, le rôle du cristallin, je reviens là-dessus, j'ai dit qu'il est déformable. Prenons le cristallin ici, puis supposons qu'il fait focusser les rayons de la lumière dans le fond de l'œil sur la rétine. Qu'est-ce qu'il peut se produire? C'est qu'il y a des muscles autour du cristallin qui s'appellent les muscles ciliaires qui peuvent permettre de l'écraser un petit peu pour qu'il devienne de plus en plus épais. Donc, à mesure que les muscles se contractent, le cristallin s'épaissit, puis ça fait en sorte qu'il devient encore plus convergent. On peut voir la schématisation de ça. Alors, le cristallin devient de plus en plus convergent là, quand on regarde les images vers la droite. Ça, on le voit à travers l'espèce de faisceau jaune. Une petite remarque aussi, c'est que plus qu'une lentille est convergente, plus son foyer ou sa distance focale F est petite. Donc ici, on aurait un cristallin qui a une distance focale ajustable, puis elle est plus grande, la valeur de F, quand on regarde le schéma à gauche, puis elle est plus petite quand on regarde le schéma à droite. Donc, plus que l'œil, les muscles travaillent, plus le cristallin devient convergent et plus le foyer ou la distance focale diminue. Maintenant, si on regarde les problèmes qu'on peut avoir, disons, là, on va regarder les plus courants, là, les problèmes de vision. On va commencer par la myopie. Donc, la myopie, c'est lorsque on voit pas bien lorsqu'on regarde les choses au loin. On voit une image un peu là, comme la personne regarde une grosse lettre au loin, mais ça pourrait être une voiture, n'importe quoi, qui n'est pas comme à une distance de lecture. Là. C'est plus loin que ça. On va supposer que c'est assez loin que les rayons arrivent de façon relativement parallèle. Là. C'est sûr que ce ne sera peut-être pas complètement parallèle, puis un petit peu divergent, mais bref, un objet lointain, donc des rayons relativement parallèles. Alors, l'œil qui est myope, son cristallin, il est trop convergent, même quand les muscles ne travaillent pas. Donc, c'est impossible pour ce cristallin-là d'être plus mince. Fait qu'il est trop épais, il est trop convergent. Donc, vous voyez ici que l'image se forme avant la rétine. Donc, quand les rayons arrivent à la rétine ici, ils ne sont pas au focus, donc on voit flou. Logiquement, si l'œil ici est trop convergent,
qu'est-ce que ça va prendre comme type de correction, là, lunettes ou verre de contact? Ça va prendre une lentille divergente. Donc ici, la lentille divergente va venir élargir un petit peu le faisceau de lumière, de façon à ce que, après ça, en passant par le cristallin qui était trop convergent, ben là, maintenant, c'est correct, c'est adapté, puis les rayons convergent bien au fond de l'œil. OK? Donc, myopie, c'est un œil trop convergent, donc ça prend une lentille divergente pour solutionner le problème. Maintenant, l'hypermétropie, c'est un peu le contraire de la myopie, c'est-à-dire l'œil n'est pas assez convergent. C'est un problème un petit peu plus difficile à détecter, ça, parce que le fait que le cristallin n'est pas assez convergent, ça veut dire que quand on regarde des objets au loin, bien, s'il n'est pas assez convergent, qu'est-ce que le cerveau envoie comme message? C'est contracter les muscles ciliaires, donc d'épaissir le cristallin. Fait qu'on est capable de bien voir dans un cas d'hypermétropie, même quand on regarde au loin. Okay? C'est juste que notre œil il est en train de travailler, puis ça, c'est pas naturel. On peut comparer ça à, c'est comme si on était en train de lire des petits caractères, mais toute la journée, là, en regardant la télévision, faisant la vaisselle, etc. Donc, une marche dans le parc, on est tout le temps en train de faire travailler l'œil. Donc, souvent, ça va être diagnostiqué de la façon suivante, c'est qu'à la fin de la journée, la personne va avoir les yeux fatigués, mal à la tête, puis des fois, on voit moins bien en fin de journée. On a l'impression que les yeux là, sont juste plus capables d'accommoder. Donc, c'est sûr que là, il y a des examens pour aussi détecter ça chez les optométristes. Mais bref, c'est un petit peu moins évident à diagnostiquer. Mais c'est ça. Donc ici, vous voyez, mettons que les muscles ne travaillent pas, ce qui devrait être le cas là, quand on a un objet qu'on regarde au loin. Si les muscles ne travaillent pas, l'image ici, elle se formerait derrière la rétine. En réalité, les muscles vont travailler, vont la ramener à la rétine. Mais en gros, c'est ça la situation si les muscles ne travaillaient pas. Donc, on veut venir prévenir que les muscles aient tout le temps travaillé. Donc, on va ajouter de la convergence. Fait que là, il n'est pas assez convergent. On doit utiliser une lunette qui va avoir une prescription convergente ou des verres de contact pour venir faire en sorte que quand on regarde au loin, l'œil n'a pas besoin de forcer. Fait qu'on va forcer seulement les muscles quand on va lire quelque chose proche de nous. Donc, hypermétropie, œil pas assez convergent, alors ça prend une lentille convergente. On va voir aujourd'hui un troisième problème de vision. Il y en a peut-être parmi vous qui ont un autre problème qu'on n'abordera pas dans le cours, qui est l'astigmatisme. Okay? L'astigmatisme, c'est trop du cas par cas. On peut avoir un œil ici où est-ce qu'une partie de l'image est pas nette, puis l'autre, elle l'est. Bref, c'est un petit peu trop complexe pour voir dans le cadre du cours. Je suis désolée si vous étiez curieux à propos de ça. Le dernier problème qu'on va voir ici, c'est la presbytie. La presbytie, c'est un problème qui survient avec l'âge. Okay? Donc, c'est écrit ici, là, à tout le monde, là, vers 40 ans et plus, il arrive un phénomène qui est que le cristallin dans l'œil devient un peu plus rigide. Il durcit un peu. Ce qui arrive, c'est qu'on va commencer à avoir vers ces âges-là des difficultés à lire, des difficultés à voir nettement qu'est-ce qui est proche. Parce que quand on lit d'habitude, c'est proche de notre visage. Donc, vous voyez souvent les personnes plus âgées, s'ils n'ont pas leurs lunettes, ils vont éloigner leur livre pour être capable de lire. Mais là, le problème avec ça, c'est que plus on éloigne, plus notre perspective fait qu'on ne voit pas bien. Même si l'image est claire, à un moment donné, si les caractères sont trop petits, on ne les distingue pas. Donc, ça fait une vision qui est floue de près. Ça aussi, ça peut occasionner des maux de tête et de la fatigue oculaire. On peut comparer un œil normal à gauche avec un œil presbyte à droite. Okay? Si on a un objet rapproché, l'objet est rapproché parce que vous voyez, les rayons ici ne sont pas parallèles. L'objet est tout proche, donc il émet des rayons de façon comme divergente, là, en éventail. Donc ici, là, le cristallin, pour l'œil normal, ben, il va être capable, vous voyez les muscles ici, il y a des flèches qui indiquent que les muscles se sont contractés. Le cristallin il a épaissi, puis on est capable d'amener l'image sur la rétine, puis bien voir. Qu'est-ce qui arrive pour l'œil presbyte? Là, premièrement, en fait aussi, en vieillissant, les muscles aussi sont un petit peu moins forts. Donc, en plus du cristallin qui est plus rigide, on a ce phénomène-là qui se produit. L'œil n'est pas capable, les muscles ici ne sont pas capables de venir l'épaissir suffisamment. Donc, ils ne sont pas capables de le rendre assez convergent. L'image se forme donc derrière la rétine. Quand on veut corriger ce problème-là, la presbytie, bien, vous avez vu encore à l'image précédente, l'œil n'était pas assez convergent. Donc, ça va prendre une lunette ou une lentille de contact qui est convergente
pour aider la personne presbyte. Fait qu'avec ça, on va être capable de bien voir les caractères qui sont proches de notre visage, ça va être net. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont plus qu'un problème de vision. Ils vont peut-être avoir besoin des lentilles qu'on appelle double foyer. Ici, je vous montre un peu le principe, là. C'est que, par exemple, quelqu'un qui ne voit pas bien de loin, ben, il a besoin d'une correction de la vue pour voir bien de loin, mais il n'a peut-être pas besoin de la même correction s'il veut lire. Donc, quelqu'un qui aurait besoin de corriger et sa vision lointaine et sa vision rapprochée. Il faut savoir que quand on lit, c'est comme quasiment automatique que c'est un objet qui est proche puis qui est plus situé sur la portion en bas de nos yeux, là, comme c'est vers le bas. À cause de nos mains, on va tenir l'objet à lire plus bas que le niveau des yeux. Donc, ce qui arrive, c'est que c'est bien fait dans le fond parce que ça permet d'avoir une lunette. Ici, ce serait la même lentille. On va jumeler ici les deux prescriptions dans une seule lentille, puis on va faire en sorte que, disons que c'est une lentille, je sais pas moi, disons qu'elle est divergente ici, puis elle devient convergente en bas. Ou simplement, peut-être juste comme elle est convergente, mais elle n'est pas la même valeur exactement dans la portion du bas puis du haut. Puis maintenant, on a aussi on peut faire ça de façon graduelle pour pas qu'il y ait une coupure là, quand on regarde les lunettes de la personne. Là, les premiers modèles qui ont été faits comme ça, on voyait vraiment comme une vitre puis une autre vitre. Là, on voyait la distinction entre les deux lentilles. Maintenant, c'est tout fusionné, puis ça paraît pas. Puis la personne aussi s'habitue à la progression entre les deux distances focales d'un point à l'autre. Donc ça s'appelle des verres multifoyers ou encore des verres progressifs. Remarquez que la personne qui a de la myopie, quelqu'un qui a un œil très myope, va peut-être pas développer le problème de presbytie avec l'âge, parce que la presbytie, c'est quand le cristallin, on n'est pas capable de le rendre assez convergent. Mais vu que la myopie, c'est un œil qui est déjà très convergent au départ, c'est possible que ce problème-là ne survienne pas chez ces personnes-là. Donc, il y a quand même un avantage à avoir la myopie donc quand on est jeune. OK, maintenant, on a vu ce que je voulais vous montrer sur l'œil. Maintenant, on va comparer l'œil à l'appareil photo parce que c'est très similaire. Dans l'œil, on a vu, on a la rétine, c'est un écran. Bien, dans le fond d'un appareil photo, on a peut-être le film photographique, la pellicule photographique ou encore un capteur digital, mais ça sert d'écran. Là, on a, nous, dans notre œil, l'iris qui agit comme pour faire augmenter ou diminuer la quantité de lumière qui va passer. Dans l'appareil photo, on a le même principe, on appelle ça le diaphragme. C'est comme une espèce de petit cercle qui s'agrandit ou qui se rétrécit. Ça ressemble à l'iris de l'œil. Donc, la différence, par contre, c'est que dans l'appareil photo, le diaphragme, vu qu'il est un peu fragile, on ne peut pas trop le toucher avec nos doigts, on l'installe derrière la lentille. Dans notre œil, la lentille principale, c'est le cristallin, mais c'est elle qui est entre le diaphragme puis l'écran, mais dans l'appareil photo, donc c'est le diaphragme qui est entre la lentille et l'écran. Là, l'œil humain, lui, le cristallin, cette lentille-là peut adapter sa distance focale. Okay? Ça fait en sorte qu'on s'assure qu'on a une image ici qui est formée sur l'écran, la rétine. Mais là, dans un appareil photo, la lentille est présente, mais elle ne change pas de distance focale. Mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est ajuster la position de la lentille. Donc, pour ça, ici, c'est écrit une lentille mobile. Puis, en ajustant la position de la lentille, on va faire en sorte de mettre l'image nette, l'image au focus. Ça, c'est quand que les rayons convergent sur l'écran. Fait que c'est très, très similaire à la différence que l'œil, on a une distance focale qui est adaptable, alors que l'appareil photo, on a la lentille qui peut se déplacer. Ensuite, comme appareil, on va parler des projecteurs, mais en fait, le projecteur, c'est le principe juste comme inversé de la caméra. On a une lampe qui éclaire un écran ou comme au lieu d'avoir un capteur électronique ici, on a une espèce de production d'images là, sur un écran très lumineux. Fait que ça va émettre des rayons de lumière qui vont passer à travers un système optique. Ça peut être une lentille ou plusieurs qui sont collés ensemble, là, mais en gros, on va dire que c'est une lentille. Puis là, après ça va être envoyé sur l'écran. Fait que c'est comme le contraire de l'appareil photo dans le sens que on part ici dans l'appareil avec l'objet qui émet la lumière. Puis là, on a la formation de l'image sur l'écran quand on observe l'image faite par le projecteur. Remarquez qu'ici, c'est un schéma simplifié parce que techniquement, on a déjà vu que les images réelles
ça se forme quand les rayons convergent sur un écran. Les images réelles, elles sont toujours inversées. Ça peut faire en sorte qu'on se pose quelques questions. Il y en a peut-être qui ont déjà pensé, là. Premièrement, ça veut dire que le projecteur ici, dans ce schéma-là, il ferait une image qui est à l'envers. Mais tout ça, dans le fond, on y remédie probablement en plaçant ici l'image de départ est probablement déjà inversée. Sinon, on pourrait avoir un instrument qui inverse le sens de l'image ou des rayons, mais c'est moins probable. Donc, probablement ici qu'à l'intérieur de l'appareil, l'image qui est là est à l'envers. Ça fait en sorte qu'elle arrive à l'endroit sur l'écran que nous, on visionne. Mais là, OK, si vous êtes perspicace, vous allez peut-être vous dire, OK, dans le fond de l'œil, je reviens au début, là, notre lumière ici, elle converge dans le fond de l'œil, c'est une image réelle. Ça veut dire que l'image de ce qu'on voit devant nous est à l'envers dans le fond de notre œil? La réponse, c'est oui. OK? Le corps humain est vraiment bien fait. Le cerveau, donc, ce qu'il fait, c'est qu'il est habitué de voir comme ça. Donc, il y a une partie dans le cerveau, c'est l'interprétation de l'image. Hein? Donc, ça fait en sorte que l'image est automatiquement remise à l'endroit dès qu'on regarde. Ça peut sembler bizarre, là, puis il y a des gens qui étaient peut-être sceptiques quand on a pensé à ça, mais il y a des expériences qui ont été faites au 20e siècle. Là, on a fabriqué des lunettes qui mettaient... c'est-à-dire, quand on regardait dans ces lunettes-là, c'était comme le monde à l'envers. On regardait un arbre, il était à l'envers. Fait que là, on met les lunettes, l'arbre est à l'envers. Ils ont fait porter ces lunettes-là à des gens pendant plusieurs jours. Puis ce qui est arrivé, c'est que le cerveau, il s'est pas seulement adapté à notre naissance, il est encore capable de s'adapter à l'âge adulte parce qu'à un moment donné, après quelques jours de porter ces lunettes-là, les gens voyaient maintenant tout à coup à l'endroit avec les lunettes. Puis quand ils retiraient les lunettes, là, ils voyaient les choses à l'envers. Fait que ça devait être un petit peu stressant, mais heureusement, c'est réversible. Donc, en ne portant pas ces lunettes-là pendant quelque temps, leur vision est redevenue normale. Mais ça montre que le cerveau, simplement, il s'adapte. Il interprète l'information sans même qu'on y pense. C'est un peu comme aussi notre iris, il se contracte puis il s'ouvre. On n'a pas besoin d'y penser. Les muscles aussi autour du cristallin s'ajustent tout seuls. Fait que c'est pas volontaire comme traitement de l'information. Là, ça se fait par un peu réflexe. Donc, c'est le même principe pour le redressement de l'image au fond de l'œil. Donc, après le projecteur, on va parler maintenant des microscopes et des télescopes. Fait qu'on commence par le microscope. Là, il y a plein de sortes de microscopes, là. Mais on va parler de ce qu'on appelle le microscope optique de base. Fait qu'un microscope optique de base, c'est un peu les premiers modèles qui ont été fabriqués, mais c'est encore beaucoup, beaucoup utilisé. On en a dans tous les cours de biologie. C'est schématisé ici. On a un objet qui est petit. Un objet qui est ici petit, disons, petit coccinelle, mais en général, on va observer quelque chose d'encore plus petit que ça avec un microscope. Fait que le microscope il est formé de deux lentilles convergentes. Donc, la lentille 1, elle s'appelle l'objectif. Elle est proche de l'objet, donc elle s'appelle l'objectif. La lentille 1, elle va faire une image agrandie. Puis, cette image-là, on appelle l'image intermédiaire. Parce que la personne qui est au-delà, l'autre bord de la deuxième lentille, elle ne verra pas l'image intermédiaire, elle va voir l'image de la deuxième lentille. OK? Donc, l'objet fait une image numéro 1. Cette image numéro 1-là devient l'objet de la deuxième lentille. Puis là, on a la formation de l'image finale ici. Donc ça, c'est une image finale qui est virtuelle. On peut voir ici les rayons qui arriveraient à l'œil. Bon, on en a dessiné deux qui ne pointent pas vraiment vers l'œil, mais il va y en avoir partout sur la lentille qui vont aller vers les yeux. Ils sont divergents, donc ils ne se rencontrent pas. Fait que l'image ici n'est pas réelle. Il faut regarder d'où semblent provenir les rayons qui ont sorti de la lentille pour voir où est l'image virtuelle qu'on peut observer quand on regarde dedans. Donc, la deuxième lentille, elle s'appelle l'oculaire. Ça vient du mot pour l'œil en grec. Là. Donc, ici, objectif proche de l'objet, oculaire proche de l'œil. OK? La lentille, la première traversée par le rayon, c'est l'objectif. La deuxième, c'est l'oculaire. Donc, en gros, le principe du microscope, c'est bien simple. Là, c'est qu'on produit une image agrandie d'une image déjà agrandie. Fait que le facteur de grandissement est plus élevé que si on utilisait, par exemple, juste une lentille comme une simple loupe. Il y a une limite à ça, par exemple, parce qu'on ne peut pas mettre comme 50 lentilles une après l'autre, parce qu'à un moment donné, l'image, elle devient pas belle. Elle devient déformée, puis floue. Donc, c'est pour ça que déjà 2 lentilles, c'est suffisant pour, dans certains cas, d'obtenir des grossissements dans des microscopes de 500 fois, même 1000 fois. Donc, ici, je vais vous montrer aussi
juste un petit tracé de rayon. Vous n'aurez pas à le refaire, ok? Mais je vais vous montrer un peu comment se forme l'image. Fait qu'on part ici avec, là, le microscope est de l'autre bord, ok? L'observateur est ici. L'objet, c'est la petite flèche qui est là. Donc, la lentille qui est proche de l'objet, c'est OB pour l'objectif. Puis, on a la lentille OC pour oculaire. Je vous rappelle que le foyer, pour des lentilles convergentes, le foyer objet, il est du bord où les rayons arrivent, du bord de l'objet. Donc, foyer objet 1 ici, foyer objet 2 pour l'oculaire ici. Donc, si je trace je vais tracer 2 rayons dans chaque cas. Les rayons pour la formation de l'image intermédiaire, la première image. On a un rayon ici qui part à l'horizontale. Ce rayon-là doit passer par le foyer image. Donc, ça va comme ça. Puis, on va faire le deuxième rayon qui passe simplement par le centre puis qui n'est pas dévié. Donc là, on a une formation d'une image réelle. Vous voyez, les rayons se rencontrent ici. Donc, l'image est réelle, est inversée. Donc, elle est déjà pas mal, quand même agrandie. Mais là, on va l'agrandir une deuxième fois. Donc, ça devient un objet. Donc, un objet devant la deuxième lentille. L'objet est à l'envers, mais on va suivre quand même les mêmes règles pour les rayons. Okay? Donc, un premier rayon ici, le rouge, ça va être horizontal. Ensuite, il est transmis, il va par le foyer image. Et deuxième rayon passe par le centre de la lentille sans être dévié. Encore une fois, là, c'est moins évident, là, mais ce sont des rayons divergents. Ils ne vont pas se rencontrer si on les prolonge. Donc, on regarde d'où est-ce qu'ils semblent provenir. On les prolonge avec un pointillé du côté incident. Puis là, on obtient l'image finale. Vous voyez comment elle est beaucoup plus grande que le petit objet de départ. Mais dans un vrai microscope, c'est encore plus prononcé que ça, là, l'agrandissement. Donc, OK, la personne, quand elle regarde dans la lentille, elle voit cette grande image-là. Il faut savoir aussi que elle est à l'envers. Dans les microscopes optiques de base, l'image est inversée. Donc, ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'habituellement, quand on regarde des cellules, des bactéries, tu sais, je sais pas moi, des petites bébites comme ça, qu'elles soient à l'envers ou à l'endroit sur la plaque, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, dans des modèles de base, là, il n'y a rien, il n'y a pas de dispositif pour redresser l'image. Maintenant, on va parler du télescope. Alors, le télescope, dans le fond, c'est comme un microscope. C'est la même chose. On va voir 2 types de télescopes, mais dans les 2 cas, il y a 2 instruments convergents. On avait 2 lentilles convergentes dans le microscope, ben on en a 2 lentilles convergentes dans le télescope aussi. Donc ici, on a un télescope qu'on appelle le télescope réfracteur. Okay? Le télescope réfracteur, ça veut dire que notre objectif et notre oculaire sont transparents. Ils font réfracter la lumière. La réfraction, c'est quand la lumière traverse dans des substances transparentes. Pour comparer, là, après ça, on va parler du télescope réflecteur, puis celui-là, il y a un miroir comme instrument convergent. Mais là, on commence par le réfracteur. Donc, on a une lentille 1 qui est l'objectif ici. Des fois, ça peut être plus qu'une lentille qui sont collées ensemble, là, mais on va assimiler ça à une lentille. L'objet, ben, c'est ce qu'on regarde dans le ciel. Ça peut être une étoile, ça peut être des planètes, etc. Okay? Donc, la lumière arrive ici dans le télescope. Elle arrive d'un objet très lointain, donc elle est très parallèle, les rayons ici. Là, il va y avoir encore une fois, là, j'ai pas fait le tracé de rayon ici, mais en gros, c'est le même principe que le microscope. Formation d'une image intermédiaire. Cette image intermédiaire-là devient l'objet de la deuxième lentille. La deuxième lentille, encore une fois, ça peut être un système de 2 lentilles, là, mais c'est convergent. Ça s'appelle l'oculaire parce que là, c'est rendu proche de l'œil. Fait que le télescope réfracteur, donc, qui est formé de 2 lentilles convergentes, c'est aussi appelé la lunette astronomique. Les premiers modèles qui ont été faits étaient de ce type-là. Maintenant, pour comparer, le télescope qui est réflecteur, bien, il est formé, encore une fois, de 2 instruments convergents, mais il y en a un qui est un miroir concave. Donc, on a un miroir concave comme objectif, puis une lentille convergente comme oculaire. OK, on en voit ici un schéma. Par exemple, ici, on a le miroir concave qui est l'objectif ici au fond du télescope. Puis là, après ça, il y a juste un petit miroir. Là, ça, c'est juste pour réorienter le faisceau dans cette direction-là. L'oculaire ici qui est à la sortie proche de l'œil. C'est ça la distinction entre le télescope réflecteur et réfracteur. C'est que dans celui qui est réflecteur, l'objectif est un miroir concave, alors que c'est une lentille convergente dans le télescope réfracteur. Bon, là, on vous montre ici des télescopes traditionnels, mais je vais vous parler quand même de 2 télescopes assez spéciaux parce qu'ils sont installés, ben, il y en a un qui l'est déjà, l'autre, c'est à venir cette année.
mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du télescope Hubble. Hubble, il y a 30 ans actuellement. C'est un télescope qui est installé un peu comme un satellite autour de la Terre. Donc, pourquoi on a fait ça? C'est que dans le fond, ben, autour de la Terre, il y a l'atmosphère. Puis l'atmosphère, ça peut nuire beaucoup, beaucoup à la qualité des images qu'on peut observer sur la surface de la Terre avec un télescope parce que la lumière doit passer par l'atmosphère. Non seulement qu'il y a des nuages et tout ça souvent, mais le simple fait qu'il y a de l'air, puis de la pollution, etc., ça peut nuire à la qualité des images. Fait en 1990, on a envoyé en orbite le télescope Hubble. Il y a eu quelques petits accrochages au début, il ne fonctionnait pas très bien, parce que c'est tout, dans le fond, géré à partir d'une équipe qui est au sol, à distance, mais ça finit par fonctionner, puis on a eu des images, ça a révolutionné là, la science, l'astrophysique. Fait que je vous montre juste ici un petit preview, là, parce qu'il y a une télésérie, je pense, en 3 épisodes qui a été faite sur Hubble. Puis après ça, je vais vous parler de la prochaine génération de ce type de télescope-là qui s'en vient cette année. In astronomy, there's what we knew before Hubble, and now there's what we know after Hubble. They're so different. Of course, Hubble has now had a life of 30 years, so it's had a long time to make this revolution happen. So it's not all at once. It's a gradual revolution, but it's still a huge revolution. Donc voilà, c'est juste un petit extrait, mais ça vous montre comme un peu des images typiques là, qu'on a été chercher avec le télescope Hubble. C'est d'une grande beauté aussi, les images, mais c'est comme le monsieur disait, ça a vraiment aussi changé notre perspective sur l'univers, puis agrandi nos connaissances énormément. Maintenant, il y a un nouveau télescope qui est en train d'être construit du type de Hubble, mais il va être apporté encore plus loin de la Terre, puis il va être de dimensions vraiment plus grandes. Vous allez voir dans ce que je vais vous montrer, la capsule vidéo que je vais vous montrer. Donc, ce télescope-là s'appelle le télescope James Webb. Le lancement est prévu le 31 octobre 2021. Ça a été un petit peu retardé. Là. Je pense qu'initialement, je pense que c'était supposé être en 2018. En tout cas, ça prend toujours plus de temps qu'on anticipait là, des gros projets comme ça. Mais en gros, c'est un télescope qui va fonctionner à distance encore un peu comme Hubble, mais de beaucoup plus grande envergure. Fait que je vous montre aussi un extrait ici qui vous en parle. This is the largest, most complex, and challenging space telescope ever constructed. It will change our understanding of the universe and our place in it. The James Webb Space Telescope. Equipped with the largest primary mirror ever to be flown in space, at 6.5 meters, it's more than 6 times the size of the Hubble Space Telescope primary mirror. Webb's 4 cutting-edge infrared instruments and cameras operate at super cold temperatures colder than the surface of Pluto. Getting this cold is done with the help of the largest sun shield ever flown, a 5-layer, tennis court-sized sun shield that blocks heat from the sun, earth, and moon. Webb will be the first telescope to detect light from the most distant galaxies in the universe. These first galaxies formed about 13.5 billion years ago, only 300 or so million years after the Big Bang. Webb carries advanced technologies to tackle some of the most fundamental questions about the universe. How did the first galaxies form and evolve? Are there chemical signatures of the building blocks of life on other worlds? Is our solar system unique?
Launching such a large telescope into space is an incredible engineering challenge. Fully deployed, Webb is too large to fit inside any rocket fairing. Engineers designed it to be folded, like origami, to squeeze inside the European Space Agency's 5-meter diameter Ariane 5 rocket fairing. After launch, controllers on the ground deploy Webb remotely. Deployment is an intricate ballet. For nearly 3 weeks, controllers carefully unfold Webb. After this delicate dance, Webb's golden mirrors are precisely aligned using motors behind each hexagonal mirror segment, adjusting them to form one perfect mirror. Once the instruments are fully cooled, the exploration will begin. Webb is a technological challenge like no other, born of the efforts of thousands of people across the United States, Canada, and Europe. The James Webb Space Telescope is your telescope. Use it to explore, to challenge theories, to see sights yet unseen. It's yours, to unfold the... Voilà, donc ça vous donne un bon aperçu. C'est vraiment un projet super captivant. On voit ici comme que ça va tout se déployer dans l'espace. Et puis, le bouclier ici va empêcher la lumière du soleil de passer. Ça, c'est important pour avoir... parce qu'on essaie de détecter des signaux lumineux qui sont vraiment faibles. Donc, on ne veut pas avoir la lumière du soleil qui vient brouiller ça. Fait que c'est une des raisons d'avoir ces panneaux-là. Mais ça fait en sorte que l'appareil doit être conçu pour travailler à des températures très, très froides. Fait que c'est un peu ce qu'il expliquait dans la vidéo. Sachez aussi que ces télescopes-là ne détectent pas seulement la lumière visible. Ils détectent aussi les lumières ultraviolets, infrarouges, etc. Donc, ils sont conçus pour un spectre plus large que juste les couleurs de la lumière visible. Fait que ça termine un peu la matière sur les instruments d'optique et l'œil. Donc là, vous avez des exercices à faire et un petit peu de lecture. Voici la liste des tâches à faire, suivi des réponses. OK, les réponses que je vous fournis ici qui sont dans 3 pages, je crois. Voilà.